l'intervention de... Désolé, j'ai pas... Voici Alessi. Non, non, la bonne dame. Koné. Miss Koné, voilà. Elle a dit quelque chose de très important. Voyez-vous, comme je l'ai dit récemment, on n'a pas vu le temps passer. Les gens qui sont nés en 2002, là, on est en 2023, ils ont 21 ans. Est-ce que vous vous imaginez? C'est-à-dire, eux, ils sont nés dans un environnement violent, ils ont grandi dans un environnement violent, ils ont vieilli. Actuellement, il y a d'autres qui ont des enfants dans un environnement violent. Donc aujourd'hui, il y a véritablement le travail de la pacification de la société ivoirienne qu'il faut faire. Je pense qu'après, on aura l'occasion de creuser. Parce que quand vous lisez, par exemple, Claudine Vidal qui parle de phénomène de brutalisation du champ politique ivoirien. Donc, c'est-à-dire, quand vous prenez à partir de 1980, donc la crise économique, au début, ça a commencé avec les marges, jusqu'à ce qu'en 90, on arrive avec l'année blanche. Et donc, vous allez voir même que l'histoire du retour du multipartisme en Côte d'Ivoire s'est faite dans un environnement délétère. Donc, en 1990, dans un environnement de violence. C'est comme ça que le multipartisme revient. Et peut-être que je vais dire, cette malformation congénitale qui suit notre démocratie jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un gros travail qu'il faut faire. Elle a parlé des députés qui ne rendent pas compte. Déjà, premier élément, je pense qu'il va falloir aussi que nous, en tant que jeunes, en tant qu'intellectuels, on puisse connaître clairement le rôle de chaque autorité. Le député ne construit rien, le député n'a pas à agir directement sur le développement. Ça, c'est le travail du maire. Je suis d'accord que le député doit consulter la population, s'il estime. Mais aujourd'hui, la constitution telle que les lois en Côte d'Ivoire n'oblige aucun député à aller vers la population. Et c'est ça aussi le danger de la démocratie représentative. C'est-à-dire, on nous permet, nous, de choisir un député et qui est censé nous représenter, mais dès qu'il est élu, il est le député de son parti politique, dont ses décisions sont prises, ses votes sont pris en fonction de son parti politique. Donc, la réflexion doit se mener et je pense que c'est bien de soulever les questions. Faut-il rendre le vote obligatoire? Moi, je suis pour ça. Cher frère, je suis à toi. Je suis pour qu'on rende le vote obligatoire, mais à quel prix? Je vous explique. Premier élément, j'ai dit ici, il faut créer les conditions pour que la révision de la liste électorale soit systématique. Si on n'est pas encore arrivé à ce niveau, faire une facilité pour permettre à tous les jeunes de pouvoir s'inscrire gratuitement sur la liste. On se donne 2 ans, 3 ans pour faire ce travail. Quand on finit, on va passer au vote obligatoire. Mais dans le vote obligatoire, je veux qu'on donne plus de sens à ce que j'appelle le bulletin blanc. Parce qu'il y a un bulletin blanc. Mais le bulletin blanc doit avoir un sens. Parce qu'en fait, si les gens n'arrivent pas à s'exprimer dans un cadre pacifique, donc dans les urnes, ils vont s'exprimer par la violence. Donc, si on donne du contenu au bulletin blanc pour dire, ceux qui ne sont pas d'accord, si par exemple on va aux élections, qu'il y a 30% de bulletins blancs, ça veut dire que beaucoup de populations ne font pas confiance aux hommes politiques, donc on reprend les élections. En ce moment, le type sait que même s'il n'est pas d'accord, il peut aller dire quelque chose dans les urnes et ça va compter. Donc on ne peut pas, parce que le drame c'est de dire, le vote est obligatoire, tu es obligé d'aller voter, tout le monde va aller faire abstention là-bas et finalement ça ne va pas représenter grand chose. Donc je suis d'accord que la réflexion se mène, on rend obligatoire, mais à quel prix? C'est quoi les étapes qu'on va suivre pour aboutir à cet élément? Mais sinon, foncièrement, je suis favorable à ça. La CEI, je l'ai dit, je l'ai répété, mais vraiment, c'est une anomalie, voire une aberration démocratique, que des gens qui sont en train de lutter pour un poste se retrouvent en train d'être arbitres de leur propre match. Mais attends, comment les gens ne vont pas se battre? On a vu 2010, il faut aujourd'hui, soit on commence à faire confiance à l'État, on supprime cette affaire de CEI, on remet l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, comme ça se faisait avant. Ou bien si on estime que ce n'est pas possible, alors on débarrasse la CEI des partis politiques. Et puis on trouve des gens, quand même, on ne va pas dire qu'en Côte d'Ivoire, sur 26 millions de personnes là, il n'y a pas des gens, 10 personnes encore sérieux, encore neutres, encore honnêtes, qui peuvent organiser des élections en Côte d'Ivoire pour qu'il n'y ait pas de conflit, quand même. Quand même. Voilà, donc après ça reste des avis personnels, mais bon, voilà, l'aberration est là, quoi. La violence politique. La violence politique, c'est dommage qu'on a fini par instaurer un passe-droit
de mots et de violence pour les hommes politiques. C'est-à-dire quand tu es un homme politique, tu peux insulter tout le monde, tu peux tuer, tu peux faire ce que tu veux, avec l'assurance que, au nom de la paix, on va te libérer, quoi. Ça veut dire on tue au nom de la politique et on est libéré au nom de la paix. Vous voyez?